Il est 13h30, je propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle méthode pour caractériser les races de mildiou du tournesol. Donc, vous l'avez certainement constaté, le mildiou du tournesol est une maladie en recrudescence en France depuis 3 ans. Près de 20 races de mildiou sont actuellement identifiées et le mildiou particulièrement évolutif n'a certainement pas dit son dernier mot. Et c'est Emmanuel Mestri, expert en épidémiologie chez Terrinovia, va nous présenter les premiers résultats d'Optimildiou. Alors, Optimildiou, qu'est-ce que c'est? C'est un projet mené en 2021, financé par l'Institut Carnot Plante to Pro, qui associe Terrinovia, le laboratoire des interactions plantes-micro-organismes d'INRAE à Toulouse, et qui mobilise également l'expertise et les capacités d'analyse du laboratoire de pathologie du GVES. Optimildiou est un projet essentiellement méthodologique qui a pour objectif de développer une toute nouvelle méthode de caractérisation des races de mildiou du tournesol basée sur des marqueurs moléculaires. Donc, avant de laisser la parole à Emmanuel, juste quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, vous restez exactement comme en ce moment, c'est-à-dire vous fermez bien les micros et les caméras. Et vous pourrez poser vos questions sur le chat en live au fil de la présentation. Emmanuel y répondra ensuite. Emmanuel, c'est à toi. Je te laisse afficher ta présentation et je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le... OK, super. Oui, impeccable. Bienvenue pour cette présentation sur les premiers résultats donc, du projet Optimildiou. Donc, j'ai préparé cette présentation avec les collègues du laboratoire du LIPME à l'INRAE à Toulouse, et notamment l'équipe de Stéphane Munoz, mes collègues de Terrinovia et puis les collègues du GVES qui participent également à ce projet. Alors, le mildiou du tournesol est, on peut dire, un agent pathogène assez spécial. Alors, il est spécifique du tournesol. Ça fait assez longtemps qu'il est installé sur le territoire français, donc on peut aujourd'hui considérer qu'il est présent dans toutes les parcelles où du tournesol a été cultivé, que ce soit en culture principale, en couvert ou en culture dérobée. Alors, c'est une maladie voilà, qui fait les symptômes que vous voyez en bas, qui nanifie les plantes et qui en général les stérilise. Donc, le pourcentage de perte de rendement est estimé au pourcentage de plantes touchées. Néanmoins, on dispose de toute une panoplie de moyens de lutte, tant au niveau des pratiques agronomiques que du choix variétal, des traitements fongicides, qui sont donc autant de moyens de lutte à combiner qui permettent une gestion durable du risque et de sécuriser la production. La base de cette gestion durable du risque, c'est la connaissance de l'agent pathogène et notamment des races de l'agent pathogène qui sont présents sur le territoire, parce que ce mildiou, justement, se caractérise par la présence de races différentes. Certaines races sont capables d'attaquer certaines variétés, d'autres races, d'autres variétés. Donc, cette connaissance des races est vraiment un point clé pour adapter le conseil. Et donc, cette connaissance des races, elle est issue en fait d'une surveillance du territoire qui, jusqu'ici, était pilotée par le ministère de l'Agriculture parce que le mildiou était un agent pathogène réglementé, considéré comme parasite de quarantaine. Mais depuis 2020, étant donné que le mildiou a été déréglementé, c'est Terrinovia qui a pris en charge l'animation de cette surveillance du territoire. Et donc, chaque année, on publie en fait ce qu'on appelle une note commune qui fait le point sur la campagne précédente. Donc, la dernière note commune a été publiée sur notre site internet tout récemment, là au début du mois. Alors, cet agent pathogène est aussi spécial parce qu'on peut facilement l'oublier, en fait. L'arrivée des attaques, en fait, est très liée aux conditions climatiques du printemps, et notamment les printemps pluvieux sont des printemps favorables à l'expression de cette maladie. Et lorsqu'on a des printemps secs, en général, on n'a pas de mildiou, et donc on peut facilement oublier que le mildiou existe dans les parcelles, mais il a une sacrée capacité de conservation qui est estimée à plus de 10 ans, et aussi une sacrée capacité d'évolution. Donc, début des années 60, on avait une seule race sur le territoire. Aujourd'hui, on en compte
17. Et on compte aussi des nouveautés, c'est-à-dire des isolats de mildiou qui sont arrivés depuis 3-4 ans, qu'on n'a pas encore bien réussi à caractériser, mais qui sont problématiques parce qu'ils attaquent des variétés jusqu'ici connues comme résistantes, des variétés type RM9. Bon, du coup, on a vraiment besoin d'être bien capable d'identifier les races qu'on a sur le territoire. Aujourd'hui, cette identification, elle se fait par un test biologique, donc en conditions contrôlées, qui n'est pas évident à mettre en œuvre parce que le mildiou est ce qu'on appelle biotrophe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être maintenu sur son hôte vivant pour pouvoir voilà, faire son cycle. Donc, c'est un champignon qui n'est pas facile à manipuler. Donc, ces tests biologiques, en fait, ils se font, en fait, en reproduisant le mode d'infection qui se passe dans la nature, dans les parcelles agricoles. En fait, on plonge des semences qui sont en train de germer dans une suspension de spores de l'agent pathogène, et puis on les repique dans du terreau, dans des petites terrines. Et 14 jours après, on peut voir les plantes qui sont malades ou qui ne sont pas malades. Donc pour ce test biologique, en fait, utilise une série de 9 lignées de tournesol que vous voyez là. Ce sont les lignes là dans cette terrine. Donc 9 lignées de tournesol qui nous permettent en fait de dire ben, on a affaire ici à de la race 710 ou à de la race 714 ou à de la race 304. Donc selon la sensibilité ou la résistance de chacune de ces lignées, on attribue un code à chaque race. Alors aujourd'hui, ce test fonctionne plutôt bien, même voilà, il est réalisé par le laboratoire de référence donc, du GVS à Angers. Néanmoins, il est un peu long parce qu'il y a une première phase de multiplication d'inoculum quand on reçoit un échantillon, plus c'est 2 semaines pour réaliser le test. Donc, ça fait on a besoin d'1 mois en fait pour connaître le résultat. Et puis, c'est un test coûteux parce qu'il se fait en conditions contrôlées. Donc, voilà, on a finalement assez peu de moyens pour faire des tests. Il exige aussi d'avoir des échantillons qui viennent du champ, qui sont vraiment très frais. Si on a des échantillons qui sont prélevés un peu tard dans la saison, ou en période de canicule, en général, on a du mal à multiplier l'inoculum. Enfin, les résultats ne sont pas toujours très faciles à interpréter, notamment quand il arrive qu'on ait un mélange de races au sein d'une parcelle. Donc, on peut avoir des résultats qui ne sont pas évidents à interpréter. Et enfin, ce set d'hôtes différentiels, il est à étoffer régulièrement pour être capable de caractériser les nouvelles races qui apparaissent régulièrement en France ou dans le monde. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les isolats qui contiennent des variétés RM9, ce set de 9 lignées différentielles, il n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on a monté ce projet OptiMildiou, donc avec INRAE, le GVS, donc, qui est financé par l'Institut Carnot Plant to Pro. Cet Institut Carnot Plant to Pro, en fait, c'est un dispositif qui a pour objectif de soutenir et promouvoir la recherche partenariale publique-privée sur différents domaines. Là, Plant to Pro donc, est dédié aux productions végétales. Donc, il y a des travaux de recherche qui sont menés pour la sélection, pour la protection des plantes, pour l'agriculture numérique, donc sur pas mal de thématiques. Et l'idée de ces dispositifs, c'est de soutenir donc, et promouvoir les travaux de recherche, et puis de les valoriser au mieux, et qu'ils soient valorisés au mieux par les acteurs socio-économiques du secteur. Donc, c'est vraiment favoriser l'appropriation de ces travaux de recherche, en développer d'autres partenariats publics-privés autour de ces questions de recherche d'intérêt commun. Alors, dans ce projet, en fait, on a 2 objectifs complémentaires. Un premier objectif qui est élargir le set de lignées différentielles, et un deuxième objectif qui est de développer des marqueurs moléculaires qui nous permettraient d'identifier de manière plus sûre les races et puis plus rapide et moins coûteuse. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de ce deuxième objectif. Donc pour le mener à bien, en fait, on a mobilisé 2 laboratoires. Donc le laboratoire du département génétique et protection des cultures de Terrinovia,
qui utilise une méthode qui s'appelle la méthode HRM, et puis le laboratoire du LIPME à l'INRA à Toulouse, qui utilise la méthode des marqueurs Caspar. Donc, ce sont deux méthodes qui sont complémentaires, qui sont toutes les deux basées sur de la PCR. Alors, la première étape, en fait, pour trouver des marqueurs, en fait, c'est de trouver des petites différences dans le génome des différentes races de mildiou, parce qu'on suppose que ces petites différences pourraient être effectivement spécifiques de chacune de ces races et nous aider à les identifier. Donc, c'est une étape de design de marqueurs, c'est le premier travail qui a été fait à partir donc, du génome qui est de 17 races de mildiou qui a été déjà séquencé par INRAE, et puis à partir de résultats antérieurs, notamment de projets Promosol, financé en partie par Terre Innovia. Donc, on a remobilisé en fait ce que nous avions entre partenaires pour ce projet OptiMildiou. Et après ce design de marqueurs, bon, voilà, on a défini plein de marqueurs dans les deux laboratoires. On les a testés sur des races un peu de référence. Et puis, on a essayé de les valider sur une collection de souches la plus large possible, issue notamment de la surveillance du territoire qui a lieu donc, sur notre territoire, qui est mise en œuvre par l'interprofession sur notre territoire depuis pas loin de 30 ans maintenant. Alors, les premiers résultats de ce projet sont assez prometteurs, puisqu'on a pu construire un set de 7 marqueurs HRM qui est opérationnel et qui permet d'identifier 17 races connues sur le territoire. Côté méthode Caspar, 34 marqueurs ont été développés. Ils permettent d'identifier 13 races. Donc, le set est un petit peu moins complet. Néanmoins, c'est une méthode qui est très intéressante parce qu'on a 13 marqueurs qui sont vraiment spécifiques d'une seule race. Et ça, c'est un résultat très intéressant. Alors que dans le set de 7 marqueurs HRM, c'est en combinant les marqueurs qu'on est capable d'identifier les races. Alors aujourd'hui, ces deux sets de marqueurs en fait, nous permettent d'identifier des races qu'on connaît déjà, qui sont déjà sur le territoire, qui ont déjà été identifiées par test biologique, mais ils ne nous permettent pas d'identifier des isolats problématiques. C'est tout à fait normal parce que les marqueurs qu'on a développés, on les a développés à partir des génomes de races déjà connues et pas à partir de génomes d'isolats problématiques. Donc, ces travaux vont se poursuivre là sur l'année 2022. Alors, pour deux choses. D'une part, valider déjà les premiers sets qu'on a sur des isolats qui sont issus de la campagne 2022, enfin de la surveillance du territoire 2022. Et puis, on lance aussi la recherche de nouveaux marqueurs à partir de séquences de nouveaux génomes qu'on va faire établir, et notamment de génomes d'isolats problématiques pour caractériser ces isolats contournants qu'on n'a pas encore bien pu identifier à l'heure actuelle. Alors, on peut imaginer en fait plusieurs applications, voilà, des applications un peu multiples de ce travail, que ce soit en France ou à l'international, parce que le mildiou est un problème international. Partout où il y a du tournesol dans le monde, en fait, il y a du mildiou. Alors, ce qu'on peut dire en termes d'application, c'est que voilà, à terme, quand on aura des sets de marqueurs bien consolidés, on va pouvoir identifier bien plus facilement les races qu'on a sur le territoire de façon plus sûre, plus rapide et moins onéreuse. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi traiter plus d'échantillons et donc avoir une meilleure représentativité des races qui sont présentes sur le territoire et donc un meilleur conseil. D'autre part, on peut dire que cette méthode moléculaire, en fait, elle va être évolutive parce que à partir des nouveaux génomes qui vont être séquencés, on va développer de nouveaux marqueurs qui vont nous permettre de prendre en charge les nouvelles virulences. Et donc, ce système de design de nouveaux marqueurs nous permettra aussi quand même voilà, de faire évoluer justement ces marqueurs en fonction des nouvelles virulences qui vont arriver. Donc, cette méthode aussi va nous permettre de renforcer notre surveillance du territoire, voilà, avec l'augmentation du nombre d'échantillons, et aussi d'apporter donc un conseil plus pertinent aux producteurs. Ça va nous permettre aussi
de valoriser en fait des échantillons qu'on considérait habituellement comme non productifs quand on faisait une analyse par test biologique, c'est-à-dire des échantillons sur lesquels on n'arrivait pas à récupérer l'inoculum parce qu'ils s'étaient prélevés soit trop tard, soit en période de canicule. Donc voilà, on pourra même penser, imaginer, analyser des échantillons sans sporulation, mais avec le mildiou à l'intérieur des feuilles, mais sans sporulation. Enfin, c'est l'objectif de ces projets Plan Tout Pro, c'est ouvrir vers de nouveaux projets de R&D en partenariat public-privé. Alors, dans les sujets qu'on aimerait traiter, un des sujets qui serait top, c'est vraiment identifier les gènes impliqués dans la virulence des races de mildiou. Parce que là, pour l'instant, on développe des marqueurs, mais ce sont ce qu'on appelle des marqueurs neutres qui ne sont pas forcément liés aux gènes du mildiou qui permettent au mildiou d'attaquer le tournesol. Donc, l'idée, ça serait vraiment de trouver ces gènes associés à la virulence de l'agent pathogène. Un deuxième point, c'est que cette connaissance des gènes de virulence du mildiou, en fait, nous permettrait aussi de comprendre pourquoi il évolue autant et comment il évolue et qu'est-ce qui favorise cette évolution. Et ça, c'est un point, ce sera un point très, très, très important, voilà, très innovant. Autre sujet intéressant, là peut-être plus à destination des semenciers, c'est que cet outil en fait pourrait permettre aussi de screener de manière assez large les populations de mildiou qui sont présentes dans les pépinières de sélection. Et cette information, elle est probablement très importante pour les sélectionneurs. Et d'un autre côté, on pourrait imaginer aussi des travaux pour évaluer régulièrement l'efficacité des gènes de résistance du tournesol. Est-ce que les gènes qui sont utilisés aujourd'hui par les sélectionneurs, ils gardent leur efficacité face aux futures virulences aux futures races de mildiou qui vont émerger? Enfin, dernier point, peut-être plus, je veux dire, agronomique en fait, ça serait l'idée de travailler ensemble sur les moyens d'anticiper le déploiement sur le terrain de nouvelles combinaisons de gènes de résistance, donc de nouvelles variétés qui combinent différents gènes de résistance du tournesol face au mildiou. Et donc, anticiper le déploiement de ces nouvelles variétés sur les différentes zones du territoire en ayant une connaissance plus fine vraiment des races qui sont présentes dans chacune des zones. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps pour laisser la place aux questions. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Emmanuel pour cette présentation. On a déjà une question que je vais te partager. Et je vois qu'il y a 2 autres personnes qui écrivent, voire 3, donc c'est très bien. Tu vas avoir des questions. Arrêtez le partage, comme ça, je peux voir Voilà. les questions. Donc la première question, c'est: avec la baisse des coûts de séquençage, ne peut-on pas envisager de ne faire que du séquençage et utiliser une sorte d'atlas des génomes pour savoir si la race est nouvelle ou très voisine d'une existante? Oh, alors, c'est une bonne question, Xavier. Bon, je suis hélas pas très spécialiste de ces questions-là, donc je vais la relayer auprès de mes collègues du LIPME qui sauront mieux répondre que moi. Ouais, mais parce que j'avais vu que dans la liste, il y avait Jérôme Gouzy, et sachant un peu ce que fait Jérôme, je Ouais. me disais qu'il y avait quand même bien un peu cette idée-là derrière la tête, même si de toute façon, on est toujours obligé de revenir à un moment ou à un autre au phénotypage et aux différentes étapes que tu as mentionnées, Ouais. en particulier par rapport à la virulence. Oui. OK. Je passe à la question suivante. Les marqueurs moléculaires peuvent différencier entre les sous-races ou vaut-il mieux utiliser les différentiels de D9 à D15? Alors, je ne sais pas bien à quoi vous faites allusion en parlant de sous-race. Peut-être que la personne qui a posé, voilà, la question peut… Soras, Parole? pardon, pour les Soras, par exemple, pour la race 714, il y a des moments où la même race peut contourner le PL8, et il y a des moments qui non. Donc, c'est forcément une mutation ou une sous-race, je ne sais pas Ouais. la correcte.
Oui, oui. Alors en fait, oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc en fait, les deux méthodes peuvent enfin, sont adaptées pour répondre à ça. Et elles sont probablement complémentaires. Donc là, effectivement, utiliser des autres supplémentaires différentiels, des autres différentiels supplémentaires, voilà, peut permettre de mieux, enfin, de faire le tri en fait entre ces différents isolats à qui on affecte le nom de 714 sur la base du set de 9 hôtes, limité à 9 hôtes différentiels. Voilà, et puis les marqueurs moléculaires en fait vont faire la même chose. Donc voilà, c'est les deux. Donc là, dans les nouveaux génomes qu'on va séquencer, là, il y a le génome de la race 714 qui contourne PL8 en fait partie. Voilà. Merci Emmanuel. Donc il y a une autre question qui est arrivée. À partir de quelle campagne va-t-on pouvoir bénéficier de cette nouvelle méthode? Alors, donc là, on a eu quelques petites difficultés techniques qui font que voilà, le projet a pris un petit peu de retard, mais les travaux vont se poursuivre de toute façon sur 2022. Et franchement, j'espère qu'on sera au point pour la campagne 2023. Donc, à suivre. À suivre, je croise les Très doigts. prochainement. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Peut-être en avez-vous d'autres? Ah. Le suspense est entier. Vous pouvez peut-être prendre la parole parce que ce sera... Du coup, est-ce qu'on va pouvoir faire la différence précise entre une 304 et une 304 évoluée, par exemple? C'est la même réponse que pour 714, 714 PL8, 714, voilà. C'est la même chose. L'idée, c'est vraiment de pouvoir différencier au mieux l'ensemble des pathotypes qui arrivent. Alors, effectivement, si, alors je ne sais pas, en 2024 ou en 2025, on voit émerger encore de nouveaux cas problématiques, il nous faudra de toute façon un petit temps d'adaptation pour développer des marqueurs ou trouver un autre différentiel qui nous permettra d'identifier ce que c'est. Voilà, donc de toute façon, ces méthodes-là, elles doivent évoluer pour s'adapter aux évolutions de l'agent pathogène. Donc, on pourra jamais répondre en temps réel à une question qui serait, voilà, il y a ce nouvel isolat qui est problématique, qu'est-ce que c'est? C'est en temps réel, on ne pourra pas y répondre, mais on aura un petit décalage, mais on pourra y répondre après. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour, merci pour les réponses. Et si on se retrouve avec plusieurs races différentes sur le même champ, on va pouvoir les distinguer ou on va rencontrer les mêmes problèmes qu'actuellement? Alors, je pense qu'on va pouvoir les distinguer. C'est quelque chose qu'on n'a pas testé encore, le mélange de races. Après, en général, dans une parcelle, il y a quand même une race dominante. C'est ce qu'on voit dans les analyses qu'on fait aujourd'hui pour le réseau de surveillance, c'est qu'on a rarement des échantillons avec des mélanges de races. Et on avait fait, c'était en 2008, je crois, une analyse assez approfondie sur une parcelle du Gers, où on avait fait, là, c'était pas à partir d'échantillons venant de plantes, mais à partir d'échantillons venant de sol. On avait fait plein de prélèvements de terre sur lesquels on avait fait pousser une variété connue sans gène de résistance, donc un peu piège à mildiou. Et là, on avait effectivement observé qu'on pouvait avoir plein de races dans une parcelle, mais c'était de la race 704, 704 si je me souviens bien, qui était largement dominante dans la parcelle.
Donc, en général, on a une race vraiment dominante sur la parcelle. Voilà. Mais les mélanges de races, ça arrive effectivement. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Emmanuel? Sinon, on va clore ce webinaire en espérant qu'il vous a intéressé. Donc, juste pour vous donner notre prochain rendez-vous des Jeudis TI, donc ce sera le 16 juin pour rester dans le domaine des variétés, mais on change d'espèce, on change quand même de sujet. Ce sera pour vous parler de listes recommandées pour les prochains semis de colza. Et donc, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker et à le partager à vos réseaux. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.